Ligue des droits de l'homme. Merci à la FIDH aussi d'avoir contribué à l'invitation de cette conférence de presse. C'est pas la première fois d'ailleurs que le FIDH et la FIDH font une conférence de presse sur Djibouti. Il y a déjà une trentaine d'années, dans les années 80, j'ai assisté, alors que j'étais étudiant, à une conférence de presse qui a été faite conjointement par la FIDH et la FIDH à l'époque sur le mort, sur la torture d'au moins 5 personnes. Déjà, dans les années 80, il y avait cette violation des droits humains. Et déjà, à la manœuvre, il y avait un homme qui s'appelle Ismaël Oumarké. Depuis cette date-là, d'ailleurs, 2 ans avant, Maître Antoine Comte avait dit que 2 ans après l'indépendance de Djibouti, l'indépendance avec les droits de l'homme et avec le respect des communautés reste à faire. Déjà en 1979. Et depuis cette date-là, donc, il y a des rapports chaque année des violations des droits humains. Et moi, avec d'autres, pour avoir dénoncé déjà en 1979, alors que j'étais responsable du centre d'information sur Djibouti, le gouvernement de Djibouti avait déjà demandé mon extradition. Et donc ce n'est pas la première fois que Djibouti essaye de faire taire les voix qui dénoncent les violations des droits humains ou qui résistent. En 1995 aussi, prétendant, ou soi-disant qu'il a reçu une cassette piégée, il a déjà envoyé une commission rogatoire. Il a émis une commission rogatoire à l'époque. Il y a eu une enquête, j'étais dans la Mare, j'habitais dans la Mare, donc il y avait la gendarmerie qui était là-bas, il y a eu une enquête de la gendarmerie et il y avait eu une fouille de mon domicile. Mais les choses étaient restées à ce niveau-là, au niveau de la police. Et là, après avoir été entendu par la police à Nanterre, on croyait que c'était fini. À notre grande surprise, donc j'ai été convoqué et j'ai été mis à l'examen par le juge Tournaire. Et ça nous fait, on a mal un peu à la France parce que moi j'étais libéré de prison un jeudi, février 2000. Vendredi, je suis resté vendredi, samedi j'ai pris l'avion pour la France. Parce qu'à Djibouti, je ne me sentais pas en sécurité. Quelques mois avant, c'était mon épouse qui était venue ici accoucher parce qu'elle avait confiance à la garantie de la France. Parce que nos enfants sont français, sont venus ici. Moi, j'ai fait mes études ici. Et je ne pensais pas, comme ça a été fait en Éthiopie. En Éthiopie, on a été arrêté l'après-midi c'était fin septembre 97, avec mon épouse et avec d'autres dirigeants de FRED. Et pendant toute la soirée, on nous a convoyés. Et le lendemain, à 4 heures, on était à Djibouti, sans aucun procès, sans aucun... Alors, de la part de l'Éthiopie, qui à l'époque était dirigée par Médès et qui avait des liens très étroits avec Djibouti, ça nous a tellement fait mal, mais en tout cas, ça ne nous a pas étonné parce qu'il n'y avait pas de recours, il n'y avait rien. Et en France, donc, ça nous étonne, c'est la raison pour laquelle on en parle. Et après, on a appris par la presse qu'il y avait aussi d'autres sujets qui étaient en cause et qu'on serait même des dommages pour la terrorisme. C'est la presse qui l'a révélé, parce qu'il y avait Wahib Nasser qui était banquier, qui était un ami de Douri, devait être auditionné.
à Djibouti. Et est-ce qu'il s'est agi ou est-ce qu'il s'agit d'un propre judiciaire? Bref, en tout cas, en ce qui nous concerne, on pense que c'est une procédure politique. Ça a été déjà tenté, ça a été fait, ça a été réussi en Éthiopie, et jusqu'à aujourd'hui, ça n'avait pas abouti en France. Pourquoi c'est politique? Parce que d'abord, je suis la cible parce que je suis responsable de Front pour la restauration de l'unité et de la démocratie. C'est un mouvement qui a été créé en 1991 et qui a permis à Djibouti d'avoir la constitution. Avant l'année 92, il n'y avait aucune constitution en Djibouti. Le président dirigeait le pays par ordonnance et grâce au sacrifice des combattants de feu, en 1992, il y avait eu une constitution. Et les choses ne se sont pas arrêtées là parce que le gouvernement de Djibouti c'est un régime clanique. Comme il n'y avait pas d'expérience politique, comme il n'y avait pas d'expérience de l'État, donc c'est un régime qui a singé le régime de Ziad Barre. C'est-à-dire mettre les intérêts des clans au-dessus de l'État, ou de la construction de l'État. Donc, les mêmes causes engendrant les mêmes effets, nous voyons à Djibouti les mêmes processus qu'en Somalie, même à un État miniature, c'est-à-dire la destruction de l'État au détriment des clans. Et c'est contre ça qu'on a essayé de se battre. Et je disais donc, c'était parce que j'étais le président de ce mouvement, et deuxièmement, parce que depuis le 15 septembre 2018, nous avons, ce n'est pas la première fois, mais nous avons réussi à rassembler aussi bien le PUT que les autres mouvements politiques pour créer une transition politique à Djibouti. Et en apprenant cela, le gouvernement a d'ailleurs envoyé une délégation en la personne du Premier ministre de Djibouti qui nous a rencontrés à Paris. Lequel Premier ministre, il a dit qu'il était porteur d'un message du président et que le président était prêt à discuter, à négocier. Nous lui avons dit qu'on n'était pas contre les négociations, mais qu'il y avait eu déjà 3 accords, 2 accords de paix et un accord post-électoral qui n'a pas été respecté par ce régime-là. Et donc cette fois-ci, on négocie, ça sera sous la garantie et sous la médiation internationale. Il paraît qu'il a été furieux et que c'est à la suite de ça, il a activé en tout cas cette commission rogatoire. Donc c'est une question éminemment politique. On nous cible parce que je suis responsable de ces mouvements. Et donc ça paraît un peu quand même assez comique lorsqu'on nous parle des 3 voitures qui ont été brûlées, lorsqu'on sait la responsabilité de M. Ismaël Marguerite dans les massacres des civils, à Far en 1991, dans les massacres des réfugiés à Far en 1989, dans les massacres des Oromo, dans les massacres de Gadamossi, dans les massacres même des Issaïonis Kossa. Et lorsqu'on sait qu'au nord du pays, en toute impunité, les soldats violent les femmes, qui a fait l'objet même d'une résolution du Parlement européen le 12 mai 2016, qui dénonçait les violences faites aux femmes, lorsqu'on sait que beaucoup de gens meurent sur la torture à Djibouti,
lorsqu'il y a des exécutions extrajudiciaires, aujourd'hui, dont on parle, il y a quelqu'un qui s'appelle Boubacar Edou, qui est en prison depuis 1 an, qui n'a jamais été présenté au juge, qui a été torturé par tous les services, tout simplement parce qu'il est soupçonné d'appartenir au pays. Il y a quelques mois, un jeune homme de 21 ans, qui s'appelle Ibrahim Bakaré, a été tué à bout portant par des soldats à 15 km de Gabon. Son frère est laissé pour mort. Donc c'est ce régime-là qui massacre, qui viole. Et à quelques encablures des armées françaises, américaines, japonaises, chinoises, on vient de nous donner des leçons ici et même nous harceler parce que 3 voitures ont été brûlées, parce que 3 voitures qui transportaient des soldats et des munitions pour le gouvernement. J'espère qu'un jour, il y aura les procès de tous ces tortionnaires et que notre président ne va pas s'en sortir comme ça. Donc c'est pour vous, pour faire vraiment les parallèles entre ce que fait le régime, ce régime-là, et ce qui nous est reproché. La seule chose qu'on peut nous reprocher, c'est de résister, parce que pour une dictature à long cours, le fait qu'il y ait des gens qui ne baissent pas les bras, qui ne vont pas à l'assaut, ou qui ne peuvent pas être achetés, donc il faut l'attendre autrement. Mais on ne pourra pas faire à Djibouti, comme d'ailleurs dans d'autres pays, l'économie d'une transition vers la démocratie. Merci de m'avoir ici. Non, très brièvement, moi comme